Certaines morts sont si étranges qu'elles semblent presque impossibles. Entre des accidents bizarres et des événements inexplicables, voici les histoires les plus incroyables de personnes ayant rencontré leur fin. Ces décès singuliers remettent en question tout ce que nous pensons savoir sur le destin, le hasard et l'expérience humaine. Préparez-vous à plonger dans les cas les plus étranges et choquants. Accrochez-vous pour une heure dédiée aux morts les plus insolites de tous les temps. Le 23 novembre 2018, dans le comté de Polk, en Floride, Loretta Pickard, âgée de 76 ans, a connu une mort atroce. Loretta, qui vivait seule dans une cabane en rondin isolée et se déplaçait avec un déambulateur, s'est retrouvée piégée dans sa maison lorsque celle-ci a pris feu. Elle appela immédiatement les secours, le 911, mais les événements tragiques qui ont suivi révèlent à la fois la souffrance physique et la détresse émotionnelle qu'elle a endurée alors que l'aide n'arrivait pas. L'appel de Loretta au 911 débuta calmement. Elle expliqua à l'opérateur que sa maison était en feu. Celui-ci posa des questions pour obtenir des informations, mais au fil des minutes, il devint évident que Loretta était coincée. Son déambulateur limitait gravement sa mobilité. Loretta resta en ligne pendant 21 minutes alors que sa maison était dévorée par les flammes. Au début, Loretta gardait une voix posée, mais peu à peu, on sentit sa lutte. Elle demanda si sa porte était déverrouillée avant que son ton ne devienne désespéré. « Ils savent que je suis ici, n'est-ce pas ?» interrogea-t-elle, espérant que quelqu'un viendrait la sauver. Si elle ne voyait plus les flammes, la fumée devenait de plus en plus asphyxiante. Chaque respiration remplissait ses poumons de fumée toxique, et la douleur causée par la fumée était insupportable. Dehors, les pompiers tentaient de maîtriser l'incendie, mais la cabane était éloignée de toute source d'eau et leurs ressources étaient limitées. Ils ne purent entrer dans la maison à cause de l'intensité des flammes et attendaient davantage d'eau. L'opérateur, quant à lui, entendait la respiration difficile de Loretta et continuait à la rassurer, lui affirmant que l'aide arrivait bien que rien ne se passât. À 19h06, l'opérateur confirma que Loretta était piégée. Mais ce n'est qu'à 19h10 que les pompiers furent informés de ses difficultés à respirer. Pourtant, personne n'entra dans la maison. Pendant près de 20 minutes, Loretta resta seule, suffoquant sous la chaleur et la fumée. À 19h26, elle vit les flammes s'approcher d'elle. En état de panique, elle cria à l'aide, mais il était déjà trop tard. Son corps était probablement brûlé par le feu et ses poumons étaient remplis de fumée. L'opérateur continuait à lui parler, disant « Je suis toujours avec vous ». Mais Loretta ne répondait plus. À 19h28, sa voix s'éteignit. Son corps succomba à la chaleur et à la fumée. L'incendie continua de ravager la maison, mais à 22h26, les pompiers parvinrent enfin à maîtriser le feu et retrouvèrent le corps de Loretta, carbonisé au point d'être méconnaissable. Piégée dans sa maison sans moyen de s'échapper, consciente que des secours étaient lieu proche, mais qu'ils n'entraient pas pour la sauver, elle dut endurer chaque respiration douloureuse, emplie de fumée et de chaleur insoutenable. Son corps fut probablement brûlé par les flammes, et la terreur de savoir qu'elle mourrait sans aide à l'horizon a ajouté à sa souffrance. Pour la famille de Loretta, l'après-coup fut encore plus douloureux. Ils apprirent que les pompiers étaient sur place depuis plus de 14 minutes avant que Loretta ne décède, mais qu'ils n'avaient pas tenté de la secourir. Pire encore, le capitaine des pompiers, James Williams, fut découvert avoir publié une photo de l'incendie sur Snapchat alors que Loretta était encore à l'intérieur. Ce comportement irresponsable causa une immense douleur à la famille. Williams fut suspendu par la suite, mais le mal était fait. Une enquête sur l'incendie révéla plusieurs défaillances. La communication entre l'opérateur du 911 et les pompiers était médiocre et le service d'incendie rencontrait des difficultés dues à l'emplacement isolé de la cabane. Il y avait aussi un manque de personnel et d'expérience. L'absence d'action rapide conduisit à la mort de Loretta. La famille de Loretta intenta un procès, affirmant que l'opérateur du 911 n'avait pas donné des instructions adéquates et que la réponse des pompiers était insuffisante. La mort de Loretta Pickard n'était pas seulement une tragédie, c'était un échec. Son histoire est une leçon douloureuse. Le 5 mars 2019, sur l'autoroute Interstate 10 près de la côte du golfe du Mississippi, un drame inimaginable s'est produit. Margaret Maurer, surnommée Meg par ses proches, était une étudiante de 21 ans à l'université Tulane. En dernière année d'écologie et de biologie évolutive, elle participait à des programmes de leadership et travaillait comme enseignante assistante. Originaire de Forest Lake, dans le Minnesota, Meg était passionnée par les plantes. Ce jour-là, Meg et 5 amis se rendirent dans un chalet situé dans les montagnes Blue Ridge, en Caroline du Nord. Après avoir assisté au défilé de Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans, ils étaient impatients de partir en randonnée.
Voyageant en 2 voitures, ils se sont arrêtés à une aire de repos à l'ouest de Pascagoula, dans le Mississippi, pour faire une pause. Alors que Meg se tenait près de sa voiture, prête à repartir, un événement inimaginable s'est produit. Un camion poids lourd de 18 roues, roulant sur l'Interstate 10 en direction ouest, a perdu une paire de roues arrière. Ces roues, pesant environ 450 kg, se sont détachées et ont roulé sur 260 mètres avant de heurter Meg. L'impact a été dévastateur et les roues ont continué à rouler sur 45 mètres avant de s'arrêter. La scène était chaotique et profondément bouleversante. Le capitaine Casey Baxter de la police de Gautier a décrit l'incident comme une chaîne d'événements tragiques et imprévisibles. Le chauffeur du camion, ignorant ce qui s'était passé, est finalement retourné à l'aire de repos après avoir remarqué un problème. Les autorités ont déterminé que le camion, appartenant à Dana Transport Inc., manquait une petite mais essentielle pièce mécanique, une rondelle de blocage métallique de 7,5 cm. Cette pièce, bon marché, était indispensable pour maintenir les roues en place. Son absence a probablement causé l'accident. La disparition de Meg a été un choc immense pour sa famille. Sa mère, Tracy Morer, a évoqué l'impact profond de Meg sur ceux qui l'entouraient, soulignant la joie qu'elle apportait à tous et la douleur immense ressentie par ceux qui l'aimaient. Les professeurs de Meg la décrivaient comme une étudiante brillante, créative et passionnée. La professeure Dorothy Cheruyot du département d'écologie et de biologie évolutive a mentionné l'enthousiasme de Meg pour ce voyage, notamment son impatience à l'idée du chalet et des randonnées. Une autre professeure, Donata Henry, a souligné son amour pour l'apprentissage, la qualifiant des étoiles brillantes, dotée d'une passion profonde pour la découverte. En plus de ses accomplissements académiques, Meg était une artiste talentueuse. Elle illustrant un livre sur les insectes tropicaux et les oiseaux pour le professeur Tom Cherry, dont l'admiration reflétait l'émerveillement que son travail suscitait. Ses illustrations détaillées, notamment les ailes de papillon, brillaient d'un éclat saisissant. Quelques jours avant l'accident, Meg avait soumis plusieurs œuvres terminées, témoignant de son talent remarquable. La communauté de Tulane a pleuré la perte de Meg, la décrivant comme une étudiante ayant laissé une empreinte durable sur tous ceux qu'elle rencontrait. Un communiqué de l'université a souligné la tragédie de perdre 2 membres de la communauté en peu de temps, faisant référence à un autre incident où un diplômé de la faculté de droit avait également perdu la vie. En mémoire de Meg, sa famille et ses amis ont lancé une campagne GoFundMe pour soutenir les causes qui lui tenaient à cœur, comme la conservation et l'éducation. Des plans ont également été établis pour exposer ses illustrations scientifiques en hommage à ses contributions artistiques et académiques. Avant son décès, Meg travaillait sur un projet de jardin communautaire à la Nouvelle-Orléans, témoignant de son engagement à utiliser ses connaissances pour le bien des autres. Ses proches chérissent les souvenirs de sa personnalité vibrante et de ses réalisations exceptionnelles. Son frère cadet, proche en âge, ressent particulièrement l'absence de sa compagne de toujours, car il n'avait jamais connu un monde sans l'autre. Cet événement tragique illustre l'imprévisibilité de la vie et l'importance de savourer chaque instant. L'héritage de Meg perdure à travers son travail, ses passions. Par une froide soirée de 2015, à Stony Creek Township, en Pennsylvanie, James Schaffer, un homme aveugle de 68 ans, se trouvait seul chez lui, comme il l'était depuis 25 ans. Malgré son handicap, James était connu dans sa communauté pour son intelligence et son indépendance. Ce soir-là, ressentant une douleur à la jambe, il décida de chauffer une serviette au micro-ondes pour apaiser la douleur. Ce geste simple allait cependant provoquer un drame qui bouleverserait toute sa communauté. James plaça la serviette sèche dans le micro-ondes, inconscient du danger potentiel. En seulement 15 secondes, la serviette prit feu. Aveugle et incapable de voir les flammes, il retira la serviette en feu du micro-ondes, mais son geste mit accidentellement le feu à sa chemise en flanelle. Les flammes se propagèrent rapidement, enveloppant ses vêtements. Conscient du danger, James réagit immédiatement. Il courut dans le couloir jusqu'à la salle de bain, les flammes léchant légèrement la moquette sur son passage. Parvenant à atteindre la douche, il utilisa le pommeau pour éteindre le feu, mais pas avant d'avoir subi de graves brûlures sur 80% de son corps. Malgré la douleur intense, James resta étonnamment calme. Lorsque les pompiers d'Oakland arrivèrent sur les lieux, ils furent confrontés à une scène déchirante. James, couvert de brûlures, était conscient et faisait preuve d'un calme surprenant. Le chef adjoint David Reham se souvient. Il s'excusait constamment. Il nous disait toutes les quelques minutes qu'il était désolé. Il répétait qu'il aurait dû savoir. C'était impressionnant de le voir si calme dans une telle situation. James fut transporté d'urgence à un hôpital de Pittsburgh où il continua de communiquer avec les ambulanciers. Cependant, son état était critique. Les brûlures étaient étendues et il avait également inhalé de l'air chaud et des fumées toxiques.
Tragiquement, James succomba à ses blessures le lendemain matin. La cause officielle de sa mort fut une inhalation thermique. La mort de James Shaffer eut un impact profond sur sa communauté. Résidant à Johnstown, en Pennsylvanie, depuis plus de 50 ans, il était connu comme l'un des hommes les plus gentils et intelligents de son entourage. Malgré sa cécité, il ne laissait jamais son handicap l'empêcher de vivre une vie active et épanouie. Sa famille, qui veillait sur lui quotidiennement, attestait de son autonomie remarquable. Les pompiers d'Auckland furent particulièrement touchés par cet incident. C'était le premier décès lié à un incendie dans le canton et l'équipe eut du mal à accepter cette tragédie. Le chef adjoint Reham exprima leur choc, soulignant à quel point il était inhabituel de voir quelqu'un rester aussi calme et posé dans une telle situation. L'histoire de James Shaffer soulève de nombreuses questions restées sans réponse des « et si » qui hantent ceux qui le connaissaient. Et si James avait été informé du danger de chauffer une serviette sèche au micro-ondes, et s'il y avait eu quelqu'un avec lui pour intervenir plus tôt? Et si des dispositifs de sécurité mieux adaptés aux personnes aveugles avaient existé? Ces interrogations, bien que sans réponse, mettent en lumière l'importance de la sensibilisation à la sécurité et la nécessité d'innovation pour prévenir de telles tragédies. La mort de James Shaffer fut une perte dévastatrice, mais elle rappelle aussi la fragilité de la vie et la valeur du soutien communautaire, en particulier pour les personnes en situation de handicap. En fin de compte, l'histoire de James Shaffer est un témoignage de l'imprévisibilité de la vie et de l'importance de la prudence dans nos actions quotidiennes. Sa disparition tragique. Le 12 avril 2011, à quelques semaines de sa remise de diplôme à l'université de Yale, Michelle Dufaux, une étudiante de 22 ans en astronomie et physique, travaillait tard dans l'atelier de machines du laboratoire de chimie Sterling. Réputée pour son intelligence et sa détermination, Michelle se donnait toujours à fond dans ses études, suscitant l'admiration de ses amis et de sa famille. Elle était également sportive et jouait du saxophone dans la fanfare de précision de Yale. Mais cette nuit-là, un accident tragique allait mettre fin à sa vie. Michelle utilisait un tour, une machine puissante servant à façonner des matériaux en les faisant tourner contre des outils de coupe. Le travail sur tour comporte des risques inhérents et le département de chimie de Yale appliquait des politiques bien strictes pour garantir la sécurité. Seuls ceux ayant suivi une formation spécifique pouvaient utiliser cet équipement. Pourtant, une seule erreur s'est révélée fatale. Il semble que les longs cheveux bruns de Michelle, qui lui descendaient bien en dessous des épaules, se soient pris dans le mécanisme rotatif du tour. La force de la machine a tiré sa tête vers le tour, l'entraînant dans les parties en rotation. Michelle n'a pas pu se libérer et le tour a enroulé ses cheveux, provoquant sa mort par asphyxie due à une compression du cou. Lorsque les secours sont arrivés vers 2h33, il était déjà trop tard. Le corps de Michelle a été découvert par d'autres étudiants et la scène était bouleversante. Ceux qui l'ont trouvé n'ont rien pu faire d'autre que constater l'ampleur de la tragédie. Cet accident a profondément secoué la communauté de Yale, où étudiants et professeurs ont eu du mal à comprendre comment un tel drame avait pu se produire dans un laboratoire réputé pour ses mesures de sécurité rigoureuses. Le président de Yale, Richard Levin, a exprimé sa tristesse. Il a promis une enquête immédiate sur les protocoles de sécurité du laboratoire. La famille de Michelle était anéantie. Son grand-père, Robert Dufaux, l'a décrite comme une sainte vivante, tandis que son oncle Frédéric la considérait comme une jeune femme merveilleuse, pleine de potentiel. Sa mort a été une perte non seulement pour sa famille, mais aussi pour le monde scientifique, alors qu'elle était à l'aube d'une carrière prometteuse. Les anciens professeurs de Michelle se sont également souvenus d'elle comme d'une élève brillante. Malgré ses succès académiques, Michelle restait humble et ne cherchait jamais à attirer l'attention sur ses capacités. L'Occupational Safety and Health Administration, OSHA, a ouvert une enquête pour déterminer si le laboratoire respectait les normes de sécurité. Les experts ont souligné que les cheveux longs et les vêtements amples constituent des risques majeurs lorsqu'on travaille avec des équipements comme un tour. Les règlements de l'OSHA exigent que les cheveux soient attachés pour éviter les accidents. L'enquête visait à déterminer si des mesures supplémentaires, comme des dispositifs de protection ou une meilleure supervision, auraient pu prévenir cette tragédie. En réponse à l'accident, Yale a pris des mesures immédiates. Le laboratoire a été fermé, les cours annulés et une révision complète des pratiques de sécurité a été lancée. Le président Levin a assuré que la sécurité des étudiants était une priorité absolue et que des mesures seraient prises pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent. Une veillée en hommage à Michelle a été organisée, où amis, camarades et professeurs ont partagé des souvenirs de sa gentillesse, de son intelligence et de sa détermination. Les rêves de Michelle, de recevoir son diplôme et de poursuivre une carrière en océanographie, ont été brutalement interrompus, laissant un vide impossible à combler. Dans les derniers moments de sa vie, Michelle a probablement vécu une lutte terrifiante.
La force du tour ne lui a laissé que peu de chances de s'échapper. La famille de Michelle, ses amis et la communauté de Yale se souviendront toujours d'elle. Son histoire souligne les dangers du travail avec des machines et l'importance de respecter des protocoles de sécurité stricts. La mort de Michel Dufaux est une perte qui n'aurait jamais dû arriver et il est essentiel. Dans la nuit du 16 octobre 2021, au centre de retraite Archeora, dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, Jarad Antonovich, un homme de 46 ans originaire de Lismore, participait à une retraite spirituelle axée sur la guérison et la découverte de soi à travers des pratiques ancestrales amazoniennes. Jarad, qui avait subi des lésions cérébrales dans sa jeunesse, explorait depuis des années des voies de guérison spirituelle. Ses amis et sa famille le décrivaient comme un homme doux, compatissant et profondément engagé dans sa quête de paix intérieure et de compréhension. La retraite, organisée dans la forêt tropicale, faisait partie du Dreaming Arts Festival et était dirigée par Soulor Lor Solaris, connu pour animer des cérémonies spirituelles impliquant des substances psychoactives. L'une des pratiques phares, dirigée par Cameron Kite, consistait en un rituel de Kambo utilisant des toxines de grenouille. Le matin du 16 octobre, Jarad a participé à ce rituel où de petites brûlures sont pratiquées sur la peau pour y appliquer les toxines. Ce processus, censé purifier le corps, provoque souvent des réactions intenses, notamment des vomissements. Peu après, le visage et le cou de Jarad ont enflé. Ses yeux sont devenus bouffis et sa respiration est devenue difficile. Malgré l'aggravation de son état, personne n'a sollicité d'aide médicale. Le soir même, Jarad a participé à une cérémonie d'ayahuasca impliquant une puissante décoction hallucinogène. Les participants rapportent souvent des visions vives et des purges intenses. Mais pour Jarad, l'expérience a viré au cauchemar. Au fil de la nuit, son état s'est encore détérioré. Vers minuit, il montrait des signes évidents de souffrance, se plaignant de douleurs dorsales et d'un gonflement important au niveau du cou. Finalement, il s'est allongé près d'un arbre, visiblement en détresse. À minuit 40, les ambulanciers ont finalement été appelés. À leur arrivée, Jarad était inconscient et déjà décédé. De manière choquante, la cérémonie se poursuivait à proximité. Brett Murray, un ambulancier, a plus tard témoigné que les participants étaient évasifs, suggérant initialement que Jarad avait eu une crise d'asthme. Une enquête a révélé la véritable cause du décès. Une déchirure de l'œsophage probablement provoquée par les vomissements violents dus au kambo et à l'ayahuasca. Il est également apparu que les symptômes inquiétants de Jarad avaient été ignorés tout au long de la journée, et personne n'avait pris l'initiative de lui apporter de l'aide à temps. L'enquête, menée en mai 2023, a mis au jour des détails troublants, suggérant une tentative de dissimulation. Solaris et d'autres auraient conseillé aux participants de ne pas mentionner l'utilisation de kambo et d'ayahuasca, des substances illégales à l'époque. Des témoins ont déclaré avoir reçu des instructions pour mentir aux autorités. Lurel Alfunder, une participante, a refusé de suivre la demande de Solaris de persuader le colocataire de Jarad de garder le silence, exposant ainsi les efforts pour dissimuler la vérité. Les témoignages des participants étaient variés, mais il était évident que Jarad avait montré des signes visibles de détresse pendant des heures. Certains témoins, comme Raphaël Lima, ont remarqué son état mais ne l'ont pas jugé préoccupant, tandis qu'une autre participante, Chelsea Hope, a évoqué des réactions parfois intenses, pouvant durer longtemps. Les preuves présentées lors de l'enquête ont pointé vers une négligence manifeste. Le coroner a trouvé des éléments suffisants pour suggérer qu'une personne connue pouvait être tenue responsable de la mort de Jarad en raison de son inaction. Par conséquent, l'affaire a été transmise au directeur des poursuites publiques et l'enquête a été suspendue. Le père de Jarad, Glenn Antonovich, a assisté à toutes les audiences, convaincu qu'il y avait eu une tentative de dissimulation. Lui et d'autres membres de la famille ont cherché des réponses et demandé des comptes. Le coroner a salué leur persévérance et les a remerciés pour leur coopération tout au long de ce processus éprouvant. La mort de Jarad soulève des préoccupations majeures concernant l'utilisation de médecines traditionnelles en dehors de leur contexte culturel indigène. Bien que ces pratiques soient respectées dans leur tradition d'origine, elles peuvent s'avérer dangereuses sans... C'était le jour du Nouvel An 2015 à Saint-Joseph dans le Michigan. Christina Bond, une femme de 55 ans, était chez elle. Christina venait d'être élue déléguée républicaine pour le premier district de Saint-Joseph Charter Township. Elle était également mère de 2 fils, Nicholas Christ et Noah Bond. Christina était reconnue pour sa force et sa résilience. Son fils Nicholas l'a décrite comme « la soldate la plus puissante de Dieu sur Terre ». Ancienne officier de la marine américaine, elle avait servi 2 ans comme policière militaire avant de devenir administratrice à la Southwest Michigan Community Action Agency. Ce jour-là, Christina ajustait un pistolet qu'elle portait dans un étui fixé à son soutien-gorge.
Ce type d'étui, une invention relativement récente, est conçu pour permettre aux femmes de porter une arme de manière discrète. L'étui se fixe à l'avant du soutien-gorge, le pistolet étant dissimulé entre les seins grâce à une sangle reliée à l'étui en coque. Christina rencontrait des difficultés à bien ajuster son étui. Elle n'arrivait pas à le positionner correctement. En essayant de l'ajuster, la tête baissée, l'arme s'est accidentellement déclenchée. La balle l'a atteinte à l'œil. Le département de sécurité publique de Saint-Joseph a reçu un appel d'urgence et des agents ont été dépêchés au 396 Upton Drive. À leur arrivée, ils ont trouvé Christina blessée par balle à l'œil. Elle a été transportée d'urgence au Lakeland Hospital, puis évacuée par hélicoptère au Bronson Methodist Hospital de Kalamazoo. Malgré les efforts de l'équipe médicale, Christina est décédée le lendemain. Le directeur de la sécurité publique de Saint-Joseph, Mark Clapp, a fourni des détails sur l'incident. Il a expliqué au Kalamazoo Gazette que Christina avait des difficultés à ajuster son étui de soutien-gorge et qu'elle n'arrivait pas à le positionner comme elle le souhaitait. En baissant la tête pour l'ajuster, l'arme s'est déclenchée, mettant fin à sa vie de manière tragique. La mort de Christina a choqué sa communauté. Elle était un membre actif de son église, Road to Life Church, où elle avait été administratrice pendant 15 ans. Elle intervenait également à la prison du comté de Berrien, offrant soutien et conseil aux détenus. Sa foi et son dévouement envers sa communauté étaient évidents dans tous les aspects de sa vie. Carrie Lightfoot, propriétaire du magasin The Well-Armed Woman, a commenté la popularité croissante des étuis de soutien-gorge, soulignant que de plus en plus de femmes cherchent des moyens pratiques de porter une arme. C'est un choix naturel selon la taille de l'arme et, bien sûr, les préférences de la personne, a-t-elle déclaré. Elle a insisté sur l'importance pour les femmes de disposer d'options variées, leur choix vestimentaire changeant souvent d'un jour à l'autre. La vie de Christina Bond était marquée par de nombreux accomplissements. Après son service dans la marine, elle s'était lancée dans le culturisme et avait remporté le titre de Miss Michigan Figure Overall Champion en 2013. Sa passion pour la santé et le fitness illustrait une fois de plus sa détermination et sa force. Son avis de décès, publié dans le Herald Palladium, mettait en avant ses nombreux rôles et réalisations. Christina avait perdu 2 frères avant elle et laissait derrière elle ses 2 fils. Dans un message émouvant sur Facebook, son fils Nicolas a exprimé sa peine et son admiration pour sa mère. Il a écrit « Ma mère était la personne la plus forte que j'ai jamais connue. C'est grâce à elle que je suis devenu ce que je suis. Elle me donne la force de défendre ce en quoi je crois. » Bien que le rapport d'autopsie complet n'ait pas encore été finalisé, les circonstances entourant la mort de Christina étaient claires. Elle ajustait son étui de soutien-gorge lorsque l'accident s'est produit. Les experts estiment que pour que l'arme se déclenche, elle a dû soit la déloger de l'étui, soit involontairement approcher son doigt de la gâchette en essayant d'ajuster l'étui. Cet incident tragique soulève des questions importantes sur la sécurité et la praticité de certains accessoires pour armes à feu. Les étuis de soutien-gorge, bien qu'offrant un moyen discret de porter une arme, peuvent poser des risques importants s'ils ne sont pas utilisés correctement. La mort de Christina. Le 1er décembre 2018, à Logan, dans le Queensland, en Australie, David Dowell, un père de famille de 34 ans, fêtait Noël entouré de ses proches et amis. Connu pour son sens de l'humour, David était de bonne humeur ce soir-là. Sa compagne depuis 15 ans, Alira, et leurs 3 filles, Alyssa, Claudia et Sage, étaient également présentes, ainsi que d'autres familles. David profitait pleinement de chaque instant, faisant rire tout le monde. Pendant la soirée, un ami le défia de manger un gecko. Habitué à relever des défis extravagants, David aurait pu accepter sans hésiter. Cependant, les événements qui suivirent prirent une tournure tragique. Les détails quant à savoir si David avait réellement mangé le gecko restaient flous. Certains invités affirmèrent l'avoir vu le faire, tandis que d'autres n'étaient pas sûrs. Alira, absorbée par le tumulte de la soirée, n'avait pas fait attention. Malgré tout, l'idée qu'il ait avalé le reptile restait plausible. Le lendemain, le 2 décembre, David commença à se sentir mal. Pensant d'abord à une simple gueule de bois, son état s'aggrava dès le 3 décembre. Il vomissait et souffrait de douleurs abdominales intenses. Ses symptômes empirèrent au point que sa famille appela une ambulance, craignant que ce ne soit pas une maladie bénigne. Les ambulanciers suspectèrent une gastro-entérite ou une gueule de bois sévère. David fut transporté à l'hôpital Mater de Brisbane où la situation s'aggrava brutalement. Le 4 décembre, on lui diagnostiqua une infection à la salmonelle. Les médecins, suspectant d'abord des causes classiques comme du poulet mal cuit, prirent en compte, sur indication d'Alira, le défi du gecko.
Cela les amena à envisager que le reptile ait pu être la source de l'infection. L'état de David se détériora rapidement, son abdomen se gonfla de façon alarmante et il endura ce que sa famille décrivit comme une agonie absolue. Il vomissait un liquide verdâtre, son urine était foncée et du liquide s'accumulait dans ses poumons. Ses organes commencèrent à défaillir malgré les efforts des médecins. Ses testicules enflèrent démesurément, laissant s'échapper du liquide, un symptôme qui accentua encore son supplice. Selon sa famille, c'était comme s'il pourrissait de l'intérieur. Les médecins tentèrent de soulager sa douleur, mais celle-ci était si intense qu'il fut placé dans un coma artificiel. Sa sœur, Anna, se souvint à quel point il était déchirant de le voir ainsi souffrir. L'homme joyeux qu'était David se battait désormais pour sa vie. Le 11 décembre, soit 10 jours après la fête, David subit une opération d'urgence. Son corps, déjà épuisé, ne put supporter l'intervention. Malgré tous les efforts, David décéda pendant la procédure. La mort de David souleva de nombreuses questions. Sa famille, notamment Alira et leur fille, peinaient à comprendre ce qui s'était passé. Alira se souvenait de David comme d'un père aimant et joyeux qui adorait passer du temps avec ses enfants. C'était comme un grand enfant, dit-elle, évoquant les moments de jeu qu'il aimait partager avec elle. Désormais, elle devait vivre sans lui, face à une perte insupportable. Après le drame, les experts médicaux et la famille de David tentèrent de reconstituer les causes de sa mort. Le gecko était-il réellement responsable ? Selon Mark Turner de l'Université du Queensland, les reptiles comme les geckos peuvent être porteurs de salmonelle. Si David l'avait avalé, la bactérie aurait pu provoquer l'infection. Cependant, personne ne put confirmer avec certitude qu'il avait consommé le reptile, laissant planer un doute sur la cause exacte. La famille de David remit également en question les soins qu'il avait reçus. Anna exprima sa frustration, expliquant que la famille avait dû demander des traitements antidouleurs pour David et que son état n'avait été pris au sérieux que trop tard. C'est seulement lorsqu'il a été admis en soins intensifs qu'ils ont commencé à s'impliquer sérieusement, déplora-t-elle. L'hôpital Mater adressa ses condoléances tout en affirmant que les soins prodigués étaient appropriés. Le cas fut examiné par le coroner qui conclut que l'hôpital avait agi correctement. Malgré cela, la famille de David ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose avait mal tourné. Le jour où David aurait eu 35 ans, sa famille se réunit près de la rivière Logan. Ils lancèrent des bateaux en papier porteurs de messages, une manière silencieuse de saluer un homme dont la vie avait été tragiquement écourtée. La famille de David ne trouvera peut-être jamais toutes les réponses qu'elle recherche. Que le gecko ait été ou non à l'origine de sa maladie, l'incertitude ajouta à leur douleur. Ce qui subsistait, c'était le souvenir de David. Le 27 janvier 2023, au centre de Londres, Kevin Holding, un entrepreneur de 60 ans, effectuait l'entretien quotidien d'un urinoir pop-up. Cette tâche était courante pour Holding, qui travaillait pour la société High-Tech Washroom Solutions Limited. Il se trouvait à Cambridge Circus, une zone animée où Shaftesbury Avenue rencontre Charing Cross Road, juste en dehors du Palace Theatre, où était jouée la pièce Harry Potter and the Cursed Child. Kevin Holding, père de 3 enfants et originaire de Beckenham dans le sud-est de Londres, était connu pour son dévouement au travail et à sa famille. Le conseil municipal de Westminster avait introduit les urinoirs pop-up à Londres il y a environ 20 ans pour répondre aux préoccupations relatives à l'hygiène publique. Ces dispositifs restent souterrains pendant la journée et remontent hydrauliquement la nuit. Ce jour-là, Holding s'assurait qu'un de ces urinoirs fonctionnait correctement. Il avait commencé à travailler entre 10h et 10h30 et avait été sur place pendant plusieurs heures sans incident. Vers 13h, alors qu'il finissait son travail, l'urinoir s'est soudainement effondré. Cet accident tragique a été capturé par les caméras de vidéosurveillance. Le lourd mécanisme hydraulique l'a piégé en dessous, lui causant des blessures graves. Les passants choqués dans le West End animé ont été témoins de l'événement horrifiant. Les services d'urgence ont été immédiatement appelés et la réponse a été rapide. Des équipes ambulancières, 4 camions de pompiers, 25 pompiers et un hélicoptère ont rapidement pris la route, les premiers intervenants arrivant sur place à 13h05. La police est arrivée peu après, bouclant la zone pour gérer la foule grandissante. Malgré l'arrivée rapide des secours, il y a eu un retard important dans l'accès à l'équipement nécessaire pour soulever la lourde structure. Un véhicule spécialisé n'est arrivé qu'après 15 heures. Pendant plus de 2 heures, les secours ont lutté pour libérer Holding. Les pompiers ont utilisé un treuil et d'autres outils pour soulever la structure, tandis que les témoins anxieux suivaient les efforts intenses pour le sauver. À 15h40, Holding a enfin été libéré, mais il était trop tard. Il a été déclaré mort sur les lieux. Une autopsie a plus tard confirmé que la cause du décès était une asphyxie par compression. Kevin Holding a été identifié grâce à sa carte Oyster, un pass de transport public. Sa disparition soudaine a dévasté sa famille.
Sa compagne et ses 3 enfants étaient bouleversés par la perte de cet homme qu'il décrivait comme l'âme de la famille. Sa fille l'a partagé une photo émouvante de lui avec sa petite fille, écrivant « Elle te connaîtra comme le meilleur grand-père du monde entier ». Une enquête sur la mort de Holding a eu lieu au tribunal des coroner de l'Ouest de Londres. La coroner, le professeur, Fiona Wilcox, a présenté ses condoléances à la famille et a reconnu les circonstances tragiques. L'enquête a révélé un problème critique, le retard dans l'arrivée du véhicule nécessaire pour soulever l'urinoir. Ce retard a été noté comme un problème majeur dans la réponse des secours. Le conseil municipal de Westminster a ensuite publié une déclaration exprimant ses plus sincères condoléances aux proches de Holding. Ils ont assuré au public qu'une enquête complète était en cours pour comprendre les événements ayant conduit à l'incident. La Health and Safety Executive, HSE, a également lancé une enquête pour examiner les protocoles de sécurité. La famille de Holding, notamment sa fille Carly, a exprimé sa frustration quant à la gestion de l'après-accident par les autorités. Dans une interview avec la BBC, elle a décrit son père comme étant la colle qui tenait la famille ensemble et a critiqué le manque de soutien et de communication claire des responsables. Elle a insisté sur le fait qu'aucune famille ne devrait endurer un tel traitement. Cet événement tragique soulève des questions urgentes sur la sécurité et la réponse d'urgence. La vie de Kevin Holding aurait-elle pu être sauvée si l'équipement était arrivé plus tôt? Comment les protocoles d'entretien et les mesures de sécurité des travailleurs peuvent-ils être améliorés pour éviter des accidents similaires? Quelles mesures peuvent être prises pour garantir des réponses d'urgence plus rapides et plus efficaces à l'avenir? La perte de Kevin Holding montre les risques inattendus qui peuvent surgir dans les métiers de tous les jours. Elle souligne l'importance d'améliorer les normes de sécurité et la préparation aux urgences pour protéger les travailleurs. Pour sa famille, la douleur de sa disparition est incommensurable et leur quête de réponse et de justice continue. Cette tragédie est un appel pour de meilleures mesures de sécurité. C'était une belle journée ensoleillée d'août 2012 à Rawdon, au Québec. Maria Pantazopoulos, une agente immobilière de 30 ans, était enthousiaste à l'idée de participer à une séance photo Trash the Dress. Cette tendance consistait à porter sa robe de mariée dans des cadres inhabituels, souvent en extérieur ou près de l'eau, pour créer des photos mémorables et uniques. Maria, qui s'était mariée le 9 juin, voulait célébrer son mariage en prenant ses clichés spéciaux. Maria avait de nombreuses raisons d'être heureuse. Elle venait d'acheter une maison à Laval, de commencer un nouvel emploi chez Via Capital et de revenir d'une lune de miel de rêve dans les Caraïbes. Sa joie de vivre était bien connue de ses proches. Une amie de la famille, Lisa Pouzoulidis, a déclaré « Elle était heureuse ». Maria voyait cette séance photo comme une façon amusante d'immortaliser des souvenirs dans sa robe de mariée, plutôt que de la laisser prendre la poussière dans un placard. Ce vendredi-là, Maria et son photographe, Louis Pagakis, se rendirent à la rivière Ouaro, à Rawdon, à environ 75 km au nord-est de Montréal. L'endroit, pittoresque, était idéal pour la séance photo. Le plan était de capturer des clichés ludiques de Maria dans sa robe de mariée au bord de l'eau. Elle avait confié à ses amis « Je veux m'amuser avec ma robe de mariée et créer de magnifiques souvenirs ». En arrivant sur place, tout semblait parfait. L'eau était calme et le cadre paisible. Maria enfila sa robe de mariée et entra dans l'eau peu profonde, excitée par l'expérience. Louis commença à prendre des photos alors que Maria s'amusait à éclabousser l'eau autour d'elle, pleinement dans l'instant. Cependant, les choses prirent une tournure tragique lorsqu'elle s'avança dans des eaux plus profondes. Sa robe commença à absorber l'eau, devenant extrêmement lourde. Malgré tout, Maria souhaitait continuer et demanda à Louis de prendre des photos d'elle flottant dans l'eau. En avançant davantage, la robe se gorgea encore plus d'eau, l'attirant vers le bas. Conscient du danger, Louis se précipita pour l'aider. Il cria à l'aide et tenta de ramener Maria vers l'eau peu profonde, mais sa robe, alourdie par l'eau, faisait office d'encre, rendant la tâche impossible. Maria, paniquée, s'agrippa à Louis, le faisant involontairement couler avec elle. Malgré tous ses efforts, il ne pouvait rien faire face au poids de la robe. Ses derniers mots furent déchirants. « Je n'en peux plus, c'est trop lourd. » Vers 14 heures, Maria disparut sous l'eau. Louis plongea frénétiquement à plusieurs reprises pour essayer de la retrouver. Mais le courant et le poids de la robe rendaient cela impossible. Peu de temps après, 2 policiers arrivèrent et se joignirent aux recherches. Un plongeur, ayant entendu parler de l'accident, se porta également volontaire pour aider. Après plusieurs heures de recherche, le plongeur retrouva le corps de Maria aux alentours de 16h30. Cet accident tragique laissa tout le monde sous le choc. La mort de Maria dévasta son lieu de travail et sa communauté.
Ses collègues de Via Capital étaient inconsolables. Joanne Grenier, une collègue agente immobilière, décrivit Maria comme appréciée de tous. « Pour nous, aujourd'hui est une journée vraiment triste », dit-elle. Maria était reconnue comme une personne forte, généreuse et pleine de vie. Sa famille fut plongée dans un profond chagrin. Les parents et le frère de Maria furent bouleversés par cette perte soudaine. Au nom de la famille, Lisa Poussoulidis exprima leur gratitude envers la Sûreté du Québec et les premiers intervenants. La famille appela également à une meilleure sécurité autour des rivières pour éviter de tels accidents à l'avenir. Le photographe, Louis, était trop bouleversé pour parler aux médias après l'incident. Son épouse, Anouk Benzacar, expliqua que Maria était passée d'une zone peu profonde à une zone plus profonde où sa robe devint trop lourde, rendant tout sauvetage impossible pour Louis. À la suite de cet événement tragique, d'autres photographes avertirent les mariés des risques des séances Trash the Dress, notamment celles impliquant de l'eau. Le photographe Mario Michaud rappela une expérience similaire aux chutes d'Orwin, où un accident avait failli se produire lors d'une séance photo en milieu aquatique. Heureusement, cette situation avait eu une issue différente, mais elle soulignait les dangers potentiels. L'histoire de Maria Pantazopoulos est un exemple déchirant de la rapidité avec laquelle un moment joyeux peut devenir tragique. Ce qui devait être une séance photo amusante et unique s'est transformé en un accident imprévu et dévastateur, laissant sa famille. C'était un calme jour de juin 2016 lorsque Colin Nathaniel Scott, un jeune diplômé de 23 ans de l'Université de Pacifique, décida d'explorer le parc national de Yellowstone avec sa sœur Sable. Les deux jeunes, impatients de découvrir les célèbres geysers et sources chaudes du parc, étaient loin de se douter de ce qui allait arriver. Yellowstone est un lieu magnifique, mais il cache des dangers sérieux. Le bassin Norris Geyser, où Colin et Sable se sont rendus, est l'une des zones les plus dangereuses du parc. Les sources chaudes dans cette région peuvent atteindre des températures allant jusqu'à 200 degrés Celsius juste sous la surface. Le sol qui les entoure est mince et fragile, rendant la zone encore plus risquée. Malgré les panneaux d'avertissement, ils cherchaient un endroit pour pratiquer le hot pot, une activité périlleuse qui consiste à se baigner dans les sources chaudes. Ces eaux ne sont pas seulement brûlantes, elles contiennent aussi des produits chimiques toxiques, les rendant mortels en cas de négligence. Colin et Sable ne réalisaient pas à quel point le terrain était dangereux. En testant la température d'une petite source, Colin perdit l'équilibre. Il glissa et tomba dans une eau bouillante et acide. Sable, horrifié, ne put que regarder son frère disparaître sous la surface. Elle appela immédiatement les secours, mais la situation était déjà critique. Les Rangers de Yellowstone arrivèrent rapidement, mais récupérer le corps de Colin représentait un immense défi. La source n'était pas seulement chaude, elle était aussi hautement acide. Cette combinaison rendait presque impossible la survie à un tel accident ou même la récupération du corps en toute sécurité. L'équipe de récupération retrouva quelques effets personnels de Colin, notamment son portefeuille et ses tongs, près du bord de la source. Cependant, une tempête électrique les força à suspendre leurs efforts. Lorsqu'ils revinrent le lendemain, il ne restait plus rien de Colin. Son corps s'était entièrement dissous dans l'eau bouillante et acide. La douleur que Colin a dû ressentir dans ces moments est inimaginable. L'eau bouillante aurait brûlé sa peau instantanément, provoquant des brûlures profondes en quelques secondes. Son corps aurait été en état de choc, mais l'intense douleur causée par la chaleur et l'acidité aurait été insupportable. Les hautes températures de l'eau et sa capacité à dissoudre la matière organique ont rapidement détruit son corps. Les responsables du parc confirmèrent qu'il était impossible de récupérer le corps de Colin en raison des conditions extrêmes. Sa mort tragique a mis en lumière les dangers des phénomènes géothermiques de Yellowstone. La mort de Colin est un douloureux rappel des risques présents dans le parc. Malgré les avertissements clairs, de nombreux visiteurs ignorent encore les mesures de sécurité et s'aventurent trop près des sources dangereuses. La croûte fragile autour de ces zones peut s'effondrer sous le poids d'une personne, transformant une imprudence en une tragédie mortelle. Dan Wenck, le surintendant de Yellowstone, a souligné l'importance de respecter les règles du parc pour prévenir de telles tragédies. Il a rappelé que les caractéristiques thermiques sont imprévisibles et que s'en approcher trop près peut avoir des conséquences dévastatrices. Depuis la création du parc, au moins 22 décès liés à ces phénomènes ont été enregistrés. Cependant, la mort de Colin reste l'une des plus douloureuses et troublantes. Malheureusement, la mort de Colin n'est pas un incident isolé. Les Rangers ont souvent dû faire face à des touristes ignorant les consignes de sécurité, que ce soit pour s'approcher de la faune ou explorer des zones interdites. Le sol fragile autour des sources chaudes est une menace cachée qui peut entraîner une catastrophe au moindre faux pas. Ce que l'on sait, c'est que Colin était un jeune homme brillant et prometteur.
Il avait récemment obtenu son diplôme summa cum laude en psychologie et se préparait à entamer un programme doctoral à l'automne. Colin avait également travaillé à la Jackson Bottom Wetlands Preserve où il était apprécié pour son dévouement à l'environnement. Pour Sable, la douleur d'avoir assisté à la mort tragique de son frère restera gravée à jamais. Malgré ses appels désespérés à l'aide, rien n'a pu être fait pour sauver Colin. La décision d'abandonner les efforts de récupération a confirmé une réalité brutale. Il ne restait rien de Colin à ramener à sa famille. L'histoire de Colin est une leçon tragique sur la rapidité avec laquelle l'aventure peut se transformer en perte. Le 11 juillet 2024, sur l'île d'Olango, aux Philippines, Catherine Egam Makiwan, une mère de 43 ans originaire de Cagayan de Oro City, profitait de vacances avec son mari, Ken Makiwan, et leurs 2 enfants. Ken, originaire d'Édimbourg, travaillait comme spécialiste en technologie à Singapour. Catherine, connue pour son esprit aventureux, était impatiente d'essayer l'activité du jumping balloon au complexe touristique de Pinky's Floating Cottage. La famille était enthousiaste à l'idée de profiter des activités de la journée. Le temps était parfait, avec un ciel dégagé et une brise légère. Catherine a décidé de tenter le jumping balloon, un dispositif gonflable qui propulse les participants dans les airs lorsqu'une autre personne saute dessus depuis une plateforme. Ken et leurs enfants se tenaient à proximité, prêts à immortaliser le moment avec leur téléphone. Catherine s'est allongée à une extrémité du gonflable pendant qu'un membre du personnel montait sur une plateforme pour sauter. Lorsque ce dernier a atterri, Catherine a été projetée haut dans les airs. Ce qui avait commencé comme une expérience exaltante s'est rapidement transformé en tragédie. Au lieu de plonger dans l'eau, Catherine est retombée tête la première sur le gonflable, subissant un impact violent. Son cou a été gravement blessé, restant immobile sous l'eau. Un employé du complexe, Jay Polontong, 21 ans, a immédiatement plongé pour lui porter secours. Il a ramené Catherine à la rive, mais elle ne montrait aucun signe de vie. Les spectateurs, inquiets, ont observé tandis que Jay et d'autres tentèrent de la secourir. Les services d'urgence ont été appelés et Catherine a été transportée au Vicente Soto Memorial Medical Center. À l'hôpital, les médecins ont tout fait pour la sauver. Catherine a été placée dans le coma, sa famille restant à son chevet, priant pour son rétablissement. Pendant 8 jours, ils ont espéré, mais le 19 juillet, elle a succombé à ses blessures à la colonne vertébrale causée par l'accident. Ken a partagé en ligne une photo émouvante de Catherine avec leurs enfants, exprimant son immense chagrin. Les autorités locales, dont le maire de Lapu-Lapu City, Junar Chan, ont réagi rapidement. Le 21 juillet, le maire a émis un ordre de cessation et de suspension, interrompant toutes les activités du complexe. Il a exigé des mesures de sécurité renforcées pour éviter de futurs incidents et a prévu une réunion avec les responsables du complexe pour examiner leurs pratiques. Le gestionnaire du complexe a déclaré que tous les visiteurs recevaient des consignes de sécurité avant de participer à l'activité de jumping balloon. Cependant, l'accident a soulevé des doutes sur l'efficacité de ces instructions et leur communication. Les propriétaires du complexe se sont engagés à couvrir les frais médicaux et funéraires de Catherine et à coopérer pleinement avec l'enquête. Les autorités ont lancé une enquête approfondie, examinant les permis et les protocoles de sécurité du complexe. Les enquêteurs ont cherché à déterminer si des manquements en matière de sécurité avaient contribué à l'accident. Pendant ce temps, le décès de Catherine est devenu un exemple des risques associés aux activités extrêmes. Une activité autrefois populaire est désormais le symbole de l'importance des mesures de sécurité appropriées. Alors que l'enquête se poursuit, Ken et ses enfants sont retournés à Singapour, essayant de surmonter leurs pertes. Le soutien de leurs proches et amis ne suffit pas à Un calme dimanche matin de 2009, à Alicante, en Espagne, sur l'Avenida Alcoy, vivait une famille de 4 personnes menant une vie apparemment paisible. Les parents, âgés de 49 et 50 ans, étaient d'origine marocaine. Ils avaient 2 filles, l'aînée, âgée de 18 ans, et la cadette de 12 ans. La famille gagnait sa vie en collectant et vendant des vêtements d'occasion, envoyant souvent le surplus au Maroc et en Algérie. Leur appartement, d'une superficie de moins de 60 mètres carrés, était petit. Au fil du temps, les parents développèrent un trouble compulsif d'accumulation connu sous le nom de syndrome de Diogène. Ce trouble les poussait à entasser de grandes quantités de vêtements, remplissant leur logement de cartons et d'habits. Malgré ces conditions de vie exiguës, la routine continuait. L'aînée aimait passer du temps sur Internet, veillant souvent tard dans la nuit. Ce matin-là, elle dormait dans une pièce voisine, inconsciente de la catastrophe imminente. Entre 8h et 9h, un événement tragique se produisit. Le plancher de l'appartement, situé au premier étage, céda sous le poids immense des vêtements accumulés. Sans avertissement, une partie de l'appartement s'effondra, faisant tomber des centaines de kilos de vêtements sur les parents endormis et leur fille cadette.
La chute fut violente, les ensevelissant sous le poids des habits. L'aîné, profondément endormi, ne remarqua rien de l'effondrement. Les voisins, eux aussi, n'entendirent aucun bruit inhabituel. Ce n'est qu'aux alentours de 13 heures que la jeune fille se réveilla et ressentit que quelque chose n'allait pas. L'appartement était étrangement silencieux. En entrant dans la chambre de ses parents, elle découvrit que le sol s'était effondré, laissant des vêtements et des cartons éparpillés partout. Elle ne pouvait pas voir sa famille. Affolée, elle se mit à creuser frénétiquement dans le tas de vêtements, espérant retrouver ses parents et sa sœur. En fouillant, elle aperçut le bras de sa sœur cadette qui dépassait des débris. Réalisant la gravité de la situation, elle appela immédiatement la police. Les secours arrivèrent rapidement, mais leur mission s'avéra difficile. La quantité massive de vêtements ralentissait les opérations de sauvetage. Les policiers et pompiers travaillèrent sans relâche pour dégager les débris. Malheureusement, malgré leurs efforts, la fillette de 12 ans fut retrouvée en premier. Mais elle ne put être sauvée. Les pompiers continuèrent à fouiller et finirent par localiser les corps des parents, eux aussi sans vie. Une enquête fut ouverte pour déterminer les causes exactes de l'effondrement tragique. Les premiers rapports suggérèrent que les victimes avaient probablement été écrasées ou asphyxiées sous le poids des vêtements. Une autopsie fut ordonnée, l'asphyxie étant considérée comme la cause la plus probable du décès. L'ampleur de l'accumulation choqua aussi bien les enquêteurs que les voisins. Le balcon à l'arrière de l'appartement débordait de cartons et de vêtements, révélant l'étendue des objets accumulés au fil des années. L'appartement était si surchargé que cela avait contribué à l'effondrement structurel. La perte dévasta la fille survivante. Non seulement elle devait affronter le traumatisme d'avoir perdu toute sa famille, mais elle se retrouvait également confrontée à la dure réalité des conditions qui avaient conduit à leur mort. Cet incident mit en lumière les dangers de l'accumulation compulsive, en particulier dans des espaces restreints et surchargés. Il sensibilisa également au syndrome de Diogène, un trouble souvent ignoré, mais capable de provoquer des conséquences dramatiques. Ce tragique événement reste un exemple poignant de la manière dont des comportements non maîtrisés, comme l'accumulation compulsive, peuvent mener à des catastrophes. Il souligne l'importance de chercher de... C'était une soirée tranquille en 2014 à Korla, dans la région du Xinjiang en Chine. Wu Wenyuan, une étudiante de 18 ans, venait de terminer sa journée d'études. Allongée sur son lit, elle rechargeait son iPhone 4S à côté d'elle. Wu vivait avec sa sœur qui travaillait ce soir-là. L'appartement était paisible, uniquement perturbé par le faible bourdonnement des appareils électroniques. Tragiquement, cette soirée ordinaire allait se terminer dans la désolation. Wu était une adolescente studieuse, venue à Korla pour poursuivre ses études tout en restant connectée avec sa famille à Urumqi. Elle passait souvent des appels avec ses proches, particulièrement avec sa sœur et ses amis, via son téléphone. Sa vie était simple, rythmée par les petites joies et les défis du quotidien étudiant. Lorsque la sœur de Wu rentra chez elle après le travail, une odeur âcre de brûlé la saisit immédiatement. Une inquiétude grandissante l'envahit alors qu'elle se précipitait dans la chambre, appelant Wu sans obtenir de réponse. En entrant, elle découvrit une scène effroyable. Wu gisait inanimé sur le lit, son corps gravement brûlé. Sa peau était noircie et calcinée, avec son téléphone brisé à côté d'elle. Submergée par le choc et la douleur, sa sœur appela les secours, mais il était trop tard. Wu était décédée. Les enquêteurs arrivèrent rapidement sur les lieux et dévoilèrent des détails glaçants sur ce qui s'était passé. L'autopsie de Wu révéla des brûlures au cou, aux mains et au pied gauche, signe caractéristique d'une électrocution. La cause de sa mort fut identifiée. Une fuite électrique provenant de son téléphone branché à un chargeur contrefait. Ce chargeur défectueux avait gravement failli, laissant passer un courant mortel à travers le corps de Wu. Pour comprendre la gravité de ce qu'a enduré Wu, il faut connaître les effets de l'électrocution. Lorsqu'un courant haute tension traverse le corps, il perturbe les fonctions vitales du cœur, des muscles et des nerfs. La douleur est extrême, avec des contractions musculaires incontrôlables et des brûlures internes et externes. Wu a probablement subi une souffrance immense alors que le courant parcourait son corps. Le chargeur contrefait était la cause principale de cette tragédie. Contrairement aux chargeurs authentiques, les contrefaçons manquent souvent de dispositifs de sécurité essentiels conçus pour éviter les surtensions ou les fuites électriques. Ces défauts peuvent entraîner des accidents mortels, comme dans le cas de Wu où le chargeur a permis à un courant fatal de la traverser. La mort de Wu a rapidement fait le tour des médias, laissant ses proches dévastés. Sa famille et ses amis ont dû affronter la perte soudaine d'une jeune femme pleine de promesses. L'histoire de Wu est devenue un exemple tragique des dangers cachés que posent les appareils électroniques contrefaits. Malheureusement, le cas de Wu n'était pas isolé. En 2015, une tragédie similaire s'est produite à Moscou, en Russie.
Une jeune femme de 24 ans, Evgenia Sviridenko, a perdu la vie lorsque son téléphone, branché à un chargeur contrefait, est tombé dans le bain qu'elle utilisait. Sa colocataire a trouvé son corps sans vie dans l'eau, victime d'une électrocution. Là encore, un chargeur défectueux était en cause. Ces incidents bouleversants soulignent les risques liés à l'utilisation d'équipements électroniques de mauvaise qualité. Les chargeurs authentiques subissent des tests de sécurité rigoureux, tandis que les contrefaçons, souvent mal conçus, manquent de mécanismes pour prévenir les défauts électriques. Cette négligence peut entraîner des conséquences fatales. Dans le cas de Wu, son iPhone avait été acheté dans une boutique à Urumqi. Le magasin a contacté sa famille pour discuter de l'affaire, mais aucune résolution ne pouvait réparer une telle perte. La mort de Wu rappelle à quel point un geste apparemment anodin, comme recharger son téléphone, peut avoir des conséquences mortelles lorsque des produits contrefaits sont impliqués. Cette histoire met en lumière l'importance cruciale d'utiliser des chargeurs certifiés et d'être vigilant face aux produits électroniques contrefaits. C'est une leçon poignante sur la sécurité dans nos choix quotidiens, montrant que de tels... Le 30 juillet 2005, à Benidorm, en Espagne, Mildred Bowman, 62 ans, et Alice Wardle, 68 ans, deux sœurs originaires de Gateshead, en Angleterre, venaient d'arriver pour des vacances tant attendues au Levant Club Apartments. Ces voyages en Espagne étaient une tradition régulière pour elles. Veuves et grand-mères, elles appréciaient ces séjours relaxants. Les sœurs avaient prévu de retrouver le lendemain la fille d'Alice, son mari et leurs deux enfants. Mais lorsqu'ils sont arrivés au lieu de rendez-vous, Mildred et Alice étaient absentes. L'inquiétude s'est rapidement installée, car les deux femmes étaient connues pour leur ponctualité et leur fiabilité. Durant les jours suivants, leur famille a cherché partout dans Benidorm, visitant leurs endroits habituels et interrogeant les habitants, mais aucune trace d'elles n'a été trouvée. Au Levant Club Apartments, le personnel de l'hôtel a remarqué que la porte de leur chambre restait fermée et intacte depuis plusieurs jours. Le 4 août, un technicien de maintenance est entré dans la chambre pour enquêter. Ce qu'il a découvert allait le marquer à jamais. Mildred et Alice ont été retrouvées sans vie sous l'imposante structure en bois d'un lit escamotable. Ce lit, censé être solidement fixé au mur, s'était détaché et s'était effondré sur elles pendant leur sommeil. Piégées sous son poids, elles y sont restées coincées. Les indices ont révélé qu'elles avaient probablement été bloquées là pendant 4 jours. Incapables de se libérer, elles ont vécu une agonie lente et douloureuse, des blessures sur leurs mains témoignant de leur tentative désespérée pour s'échapper. Une enquête menée par le coroner de Gateshead, Terence Carney, a révélé les circonstances tragiques de l'incident. Les vis fixant le cadre du lit étaient trop petites pour les chevilles du mural, ce qui a conduit au détachement et à la chute du lit. Le coroner Carney a qualifié ces décès de totalement évitables, insistant sur le fait qu'une installation correcte aurait empêché ce drame. Ces conclusions ont bouleversé la famille des sœurs, qui espéraient obtenir justice et responsabilité. Cependant, un tribunal espagnol avait déjà innocenté la direction de l'établissement quelques mois auparavant, jugeant que le complexe n'était pas directement responsable de la mauvaise installation du lit. Cette décision a accentué le chagrin de la famille. Les enfants de Mildred, Paul, John et Carol Gregory, étaient dévastés et révoltés. Malgré leurs efforts acharnés pour tenir la direction du complexe responsable, aucune action n'a été entreprise. Paul a exprimé son indignation, soulignant l'injustice de voir sa mère et sa tante subir une souffrance inimaginable sans qu'aucun responsable ne soit désigné pour cette tragédie évitable. Ce drame a suscité des discussions plus larges sur la sécurité dans les hôtels et les responsabilités des opérateurs touristiques. La fille de Mildred, Carol, a insisté sur la nécessité de réformes pour prévenir de futurs incidents, affirmant qu'un tel événement ne devrait jamais se reproduire. Elle a exhorté à prendre des mesures pour protéger les voyageurs. La famille a également affronté une bataille juridique difficile avec l'opérateur touristique Thomas Cook. Bien que l'entreprise ait initialement proposé une indemnisation, elle s'est rétractée, invoquant le temps écoulé depuis l'incident. Ce revirement a laissé la famille se sentir abandonnée et impuissante dans sa quête de justice. Un porte-parole de Thomas Cook a exprimé ses condoléances, mais qu'aucun accord n'avait été trouvé malgré les efforts déployés. Lors de l'enquête à Gateshead, le coroner Carney a réaffirmé que la tragédie était due à l'utilisation de vis inappropriées. Il a décrit ces décès comme évitables, soulignant l'importance de mesures de sécurité adéquates dans les hébergements. Malgré leurs efforts incessants, la famille a fait face à de nombreux obstacles juridiques et bureaucratiques. Elle a appelé à des réglementations plus strictes dans l'industrie du tourisme pour protéger les voyageurs. Leur plaidoyer illustre comment la négligence peut entraîner des conséquences dévastatrices, même dans des environnements en apparence sûrs. La famille continue d'honorer la mémoire de Mildred et Alice. Leur histoire est un avertissement sur les conséquences de l'inaction et la nécessité de responsabiliser les acteurs pour garantir la sécurité des visiteurs.
Elle témoigne aussi de la résilience d'une famille déterminée à obtenir justice malgré une perte immense. Les décès de Mildred Bowman et Alice Wardle rappellent tragiquement comment des erreurs évitables peuvent entraîner des conséquences fatales. Leur histoire soulève des questions cruciales. Des mesures de sécurité renforcées auraient-elles pu les sauver? Que peut-on faire pour responsabiliser davantage ceux qui négligent ces mesures? Ces questions alimentent l'appel à des changements, incitant l'industrie à placer. Le 27 août 2012, dans le quartier de Lower East Side à Manhattan, Carlyle Brigham, une femme de 29 ans issue d'une famille aisée, fut retrouvée dans une cage d'escalier saignant au cou. Le locataire qui la découvrit fut horrifié et tenta de l'aider. Mais il était déjà trop tard. La vie de Carlyle prit fin de manière mystérieuse et tragique, laissant tout le monde s'interroger sur les circonstances de ce drame. Carlyle Brigham était la fille de James R. Brigham Jr., ancien directeur du budget de la ville de New York. Elle avait grandi dans un environnement privilégié, bénéficiant de la meilleure éducation et de nombreuses opportunités. Diplômée de l'université de Mary Washington à Fredericksburg en Virginie, elle avait travaillé au Musée américain d'histoire naturelle comme spécialiste en installation d'exposition, de 2007 jusqu'en avril de l'année de sa mort. En août 2011, Carlyle avait épousé Anthony Champalimaud, un cadre hôtelier. Leur mariage, une cérémonie grandiose à Newport dans le Rhode Island, avait marqué les esprits. Cependant, leur union rencontra des difficultés et le couple se sépara un an seulement après leurs noces. Cette séparation bouleversa Carlyle qui commença à lutter contre une dépendance à l'alcool. Son père, très inquiet pour elle, prévoyait de l'emmener dans un centre de désintoxication. Dans la soirée du 26 août 2012, Carlyle avait assisté à un mariage à Washington, D.C., avant de rentrer à New York avec des amis. Ensemble, ils continuèrent à boire abondamment dans un bar nommé Sixth Ward, près de l'appartement où elle séjournait. D'après ses amis, Carlyle était si ivre qu'ils durent parfois la porter. Carlyle logeait temporairement chez un ami platonique au 191 Orchard Street, ayant perdu les clés de son propre appartement. Le matin du 27 août, cet ami partit travailler tandis qu'elle continua de boire. Vers 11 h, Mizanur Rahman, un voisin de 19 ans, la trouva étendue dans la cage d'escalier entre le premier et le deuxième étage. Elle était face contre terre, entourée d'une mare de sang. Mizanur tenta de pratiquer un massage cardiaque, mais il était évident que Carlyle était gravement blessé. Son cou portait une énorme plaie et son menton était brisé. À côté d'elle se trouvait un portefeuille et un grand sac à main contenant des vêtements. Les secours arrivèrent rapidement et la transportèrent au Beth Israel Medical Center où son décès fut prononcé. L'enquête initiale laissa penser que les blessures de Carlyle étaient si graves qu'il s'agissait peut-être d'une agression. La police examina les hypothèses de meurtre ou de suicide avant de se concentrer sur la probabilité d'une chute accidentelle. Carlyle portait des talons hauts et des vêtements blancs, ce qui aurait pu contribuer à une chute sur les marches en marbre. Son père, James Brigham, s'était rendu d'urgence depuis Saint-Louis pour l'accompagner en désintoxication. Apprendre la mort de sa fille le bouleversa profondément. L'ancien maire Ed Koch, qui avait travaillé avec lui, se souvint de l'appel déchirant où James, en larmes, lui annonça la tragédie. Le médecin légiste de New York conclut que la mort de Carlyle était un accident tragique, causé par un traumatisme contondant à la tête et au cou. L'autopsie révéla qu'elle ne s'était pas vidée de son sang, mais que ses blessures correspondaient à un choc violent à la tête et au cou dû à la chute. Elle avait également des fractures au bras, probablement causées par une tentative désespérée de se rattraper. La mort de Carlyle laissa sa famille et ses amis anéantis. Elle était décrite comme belle et généreuse, captivant tous ceux qui la rencontraient. Son mari, Anthony Champalimaud, se trouvait à Londres pour affaire lors de son décès. Ils espéraient se réconcilier, mais leur projet